Salut à tous, c'est toujours Stick. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis fan de géographie. Je parle de toutes les villes du monde, de leur histoire, de leur culture, de comment elles ont existé et comment elles existent toujours. Et aujourd'hui, au premier plan, c'est la ville d'Alger. Bienvenue à Alger, capitale de l'Algérie, l'une des villes les plus importantes du monde arabe, de la Méditerranée, de l'Afrique et on peut même dire du monde entier. Elle est située dans la wilaya d'Alger. Voici son blason où on voit le croissant et l'étoile qui représentent le monde arabo-musulman, les deux lions qui figurent sur la porte de Babazoun qui représentent la force, le bateau qui représente l'âge d'or de la flotte algérienne mais aussi l'activité maritime de la ville, le blé représente l'agriculture et la roue l'industrie. La plume symbolise le développement scientifique et culturel et en dernier, la forteresse qui défend et qui protège la ville d'Alger. La ville d'Alger porte son nom d'Al Jazaïl al-Asima en arabe et l'Adzaïl Tamanakh en kabyle qui signifie en arabe et en kabyle la capitale de l'Algérie. Même si en Algérie on a tendance à l'appeler juste Zaïr, que ce soit les kabyles ou les arabes. Al Jazaïr signifie Algérie, mais du coup le nom de l'Algérie elle-même provient du nom d'Alger, donc on va rentrer un peu dans le détail. Le nom Al Jazaïr signifie les îles, ce qui fait référence aux îles qui sont présentes en face du port d'Alger. Dans les anciens livres, on retrouve Alger écrit sur plusieurs noms dont El Jazira, Zizdela, Zizara, Alger, etc. Mais le seul point de divergence entre tous ces noms, c'est Jazair Meni Mekzena, qui signifie les îles des Mesghena, les Mesghena étant une tribu berbère qui habitait les plaines d'Alger à l'époque. Une autre hypothèse dit qu'Alger viendrait de Bologin Imdziri, le fondateur d'Alger qui aurait voulu honorer son père en donnant le nom de Dziri qui veut dire ou qui voulait dire clair de lune en berbère. Pour aller un peu plus loin, dans le passé, la ville s'appelait Icosium par les Romains, Icosim par les Puniques qui auraient plusieurs traductions, l'île aux mouettes, l'île aux zibous ou l'île aux épines, même si moi je pense plus que c'était les mouettes, ça serait plus cohérent. Pour remonter encore plus loin, on l'appelait Eikosi en grec, mais ça j'en parle juste après. Actuellement on peut l'appeler Alger la Blanche, El Beida, Alger la Joyeuse, El Bahja ou Alger la Bien Gardée, El Mahrousa. Une histoire mythique autour de la mythologie grecque est à l'origine de la fondation d'Alger. La ville aurait été fondée par les 20 compagnons d'Hercule, d'où l'ancien nom grec Eikosi qui veut dire 20 en grec. Ils voulaient fonder une ville mais ne savaient pas où s'installer, du coup ils ont choisi de sacrifier 3 moutons à 3 emplacements différents, dont un le centre-ville actuel d'Alger. Parmi les 3 moutons sacrifiés, seul un mouton n'est pas affecté par la décomposition et c'est comme ça qu'ils ont décidé de choisir l'emplacement de la ville. Pour la vraie histoire, Alger était à la base un comptoir phénicien avant le 4e siècle avant Jésus-Christ. Elle passe sous l'influence romaine en moins 202 quand Massinissa s'allie avec l'Empire romain contre Carthage. En moins 146, elle est officiellement dans l'Empire romain et dans l'Empire de Maurétanie qui était donc contrôlé par l'Empire romain. Les tribus berbères menées par Takfaridas, ancien soldat romain, se révoltent contre l'Empire romain pour garder une culture berbère et empêcher la romanisation, ce qui met à bout l'Empire romain et surtout Firmus, le dirigeant mort, qui prend la décision de brûler la ville d'Icosium. Pendant le 5e siècle, le christianisme fait son apparition à Icosium et en 429 la ville passe sous occupation vandale, les Vandales étant une tribu germanique. En 442, un traité est signé entre les Vandales et les Romains pour que les Romains reprennent Icosium. Cela va durer jusqu'au 7e siècle où les Arabes ont repris Icosium aux Romains. Les Arabo-musulmans venus du Moyen-Orient introduisent l'islam en Afrique du Nord et par conséquent à Icosium. Jusque-là, le territoire d'Alger appartenait aux Maghroua, une tribu berbère. C'est Ziri ibn Ménad, vassal de Fatimide, qui a vaincu les Berbères et qui s'est emparé d'Alger. Après la mort de Ziri ibn Ménad, c'est son fils Bologin ibn Ziri qui prend le pouvoir et qui fonda 3 villes, Médéa, Miliana et finalement Alger, connues à l'époque sur le nom de Beni Mesghena. Il reconstruit Icosium en 960 et la ville devient la ville d'Alger. Après sa mort, les Maghroua regagnent leur territoire et même leur souveraineté dans le Maghreb central. Les Hamadites sont aux commandes de la ville d'Alger en 1114 jusqu'en 1151 où les Almohades reprennent Alger. Par la suite, elle fut rattachée aux Zianides. La ville était donc dépendante de Tlemcen qui était un royaume à ce moment-là. Comme vous l'avez pu voir à travers toutes ces images, l'Algérie commençait déjà à se dessiner. Ensuite arrive le Moyen-Âge, dans les années 1400 où Alger était un port peuplé d'environ 20 000 habitants et la population augmentait grâce à l'arrivée des Juifs et des Maures, notamment expulsés d'Andalousie après la chute de Grenade. Alger à ce moment-là est une ville très riche, notamment grâce à la piraterie. En effet, Alger à cette époque était une base de corsaires et de pirates et ça rapportait tout simplement beaucoup d'argent à Alger. Cela a
agaçait beaucoup les chrétiens de se faire piller et souvent humilier par les musulmans d'Afrique du Nord. Ferdinand le catholique en 1510 capture la ville d'Alger et bâtit une forteresse au îlot de la baie d'Alger qui s'appelait le Peignon, qui était destiné à défendre et surveiller la ville de futures attaques. Cela a duré jusqu'en 1516 où les habitants se révoltèrent contre les chrétiens espagnols. Ils ont imposé à l'émir Salim At-Toumi de faire appel aux frères Barberousse, des corsaires ottomans. Petite précision, j'aimerais énormément faire une grosse partie sur les frères Barberousse, mais la vidéo est consacrée uniquement à Alger, donc on va parler des exploits de Barberousse seulement à Alger, malgré 2-3 contextes qui se passent ailleurs, comme à Béjaïa ou à Tunis. D'ailleurs, petit contexte, juste avant sa mort, Isabelle la catholique a demandé à ses successeurs de reconquérir et de rechristianiser en quelque sorte, de remettre le catholicisme en Afrique du Nord. Elle estimait que vu qu'il y a eu des anciennes ruines romaines, etc., l'Afrique du Nord devrait être chrétienne, et c'est notamment pour ça que Ceuta et Melilla sont toujours espagnols à l'heure actuelle. En 1516, après avoir échoué en voulant reprendre Béjaïa aux Espagnols, Barberousse reprend Alger et c'est que 4 ans après que la forteresse espagnole du Peignon est détruite par le même homme. Entre-temps, des grosses attaques espagnoles ont lieu mais ont toutes échoué et aussi un des frères Barberousse meurt, il ne reste plus que Khaïr Barberousse. Encore une précision, pour tous les conflits, les soldats étaient ottomans mais une grande majorité étaient des berbères d'Algérie. Barberousse est chassé mais revient en 1527 avec l'aide des Ottomans cette fois-ci, c'est de là où il commence la régence d'Alger qui était un état vassal de l'Empire ottoman malgré le fait qu'elle était plutôt indépendante. Cette régence d'Alger posait beaucoup trop de problèmes au monde entier. Alger était devenue une grande base de corsaires et de pirates établis par Barberousse et qui est resté ainsi même après son départ. Charles Quint, le plus grand empereur du début du XVIe siècle, décide d'aller mettre un terme à tout ça. Il réunit une flotte de guerre d'environ 24 000 hommes tandis que Hassan Aga, successeur de Barberousse, en avait réuni pas plus de 6 000 dont des Turcs mais aussi des Berbères et des Arabes. Une tempête énorme a renversé une grande partie de la flotte de Charles Quint et Alger s'est très bien défendu. Charles Quint, humilié, trouve refuge à Béjaïa qui était sous contrôle espagnol. En même temps, débarquer en bateau sur une île remplie de pirates ce n'est pas évident et Charles Quint le savait. Après cette victoire, Alger devient l'une des villes, voire la ville la plus puissante de la Méditerranée. La régence d'Alger durera 3 siècles jusqu'en 1830 et c'est elle qui trace les frontières de l'Algérie moderne. Pendant cette régence, Alger était le boss sur la scène internationale, mais être une base de pirates était de plus en plus dur. Ce sont les bombardements qui ont affaibli la ville d'Alger. Il y a eu les États-Unis, les Britanniques, les Hollandais, les Espagnols, les Portugais, les Dano-Norvégiens, les Napolitains et les Maltais qui en avaient marre de se faire voler et piller tous les jours. Puis arriva la France en 1830 où commence l'horrible colonisation de l'Algérie par la France. De base, c'était un raid militaire punitif comme ceux que j'ai cités auparavant, mais le raid a duré 130 ans quand même, faut pas abuser. Alger était devenue la capitale de la colonie de l'Algérie. Beaucoup d'Européens se sont installés à Alger en Algérie. Les habitations sont volées et données aux pieds noirs, les Français d'Algérie. Pour les pieds noirs, c'est assez délicat. Certains trouvent ça péjoratif, certains étaient des colons, d'autres non, ce sont juste des Français qui se sont installés en Algérie. Les maisons ottomanes sont réquisitionnées par les grandes familles françaises. Alger ressemblait de plus en plus à une ville française d'ailleurs. Pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup d'Algériens se mettent à quitter la campagne pour la ville, ce qui provoque une exode rurale massive. Les autorités françaises contribuent à l'embellissement de la ville, c'était un moyen de justifier la colonisation car l'opinion publique basculait de plus en plus en faveur des Algériens. Durant la Seconde Guerre mondiale, Alger devient la capitale de la France libre lorsque les Alliés, c'est-à-dire les Américains, débarquent à Alger pour reprendre la ville au collabo avec notamment Dwight G. Eisenhower. C'est ce qu'on appelle l'opération Torche. C'était devenu le siège du commandement allié pour libérer la Tunisie et débarquer en Italie. Le général Charles de Gaulle fait son apparition à Alger le 3 juin 1943 où il crée le CFLN qui deviendra le GPRF jusqu'à la libération d'Alger. Après la Seconde Guerre mondiale en 1954, le FLN, Front de Libération Nationale, est créé, une organisation qui lutte pour l'indépendance de l'Algérie. La France ne voulait surtout pas se détacher de l'Algérie, elle libère le Maroc et la Tunisie, mais veut à tout prix garder l'Algérie. En 1957, la bataille d'Alger où les membres du FLN se lancent dans une guérilla avec les Français, une bataille que les Français gagneront. Malgré la victoire, la France est pointée du doigt devant le monde entier pendant une guerre froide où la décolonisation et la révolution étaient partout dans le monde. Les yeux du monde se sont tournés vers l'Algérie et la grande partie de l'opinion publique était pour l'Algérie. La France au contraire est observée par le monde entier pour ses atrocités commises. En effet, Mitterrand donne tous les pouvoirs pour tuer tous les indépendantistes, quitte à faire des dommages collatéraux ou pire encore l'utilisation massive de la torture. A noter aussi que l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, l'Inde, etc. aidaient beaucoup l'Algérie et le FLN, notamment l'Égypte qui finançait carrément le FLN. Même la Chine avait accueilli le futur président de l'Algérie, Ahmed Ben Bella, avec l'hymne national algérien ainsi que les drapeaux algériens. La 4ème République ne tenait plus à cause des événements, notamment à cause du putsch d'Alger. On appelle donc Charles de Gaulle pour s'occuper de ça, c'est lui qui écrit la constitution de la 5ème République et se donne les pleins pouvoirs pour agir pendant
la guerre d'Algérie. Je vais pas vous raconter toute l'histoire de la guerre d'Algérie, il y a des reportages qui font 2h30, donc moi j'aurai pas le temps. Mais en gros, pour Alger, Charles de Gaulle est revenu dans la ville en disant le fameux je vous ai compris en s'adressant aux pieds noirs qui voulaient rester en Algérie. En 1961, les généraux français en faveur de l'Algérie française font un nouveau putsch qui échouera peu après. Juste un peu avant, en janvier 1961, l'OAS est créée, une organisation terroriste française qui réalise plusieurs attentats à Alger et même en France. Malgré ça, il débute les négociations avec le FLN le 7 mars 1962 et les accords d'Évian sont signés. Karim Belkacem ainsi que les membres du FLN arrivent à négocier un référendum pour l'indépendance. La France peut exploiter le Sahara pendant 6 ans et en échange ils doivent continuer à mettre en place le plan de Constantine, un plan économique français qui sert à développer toute l'Algérie. Un rassemblement organisé par l'OAS, rue d'Isly, tourne au drame et les Français se font tirer dessus par des soldats français. Les pieds noirs sentent la chose arriver, décident de s'en aller en France, la population d'Alger chute énormément. Le 3 juillet 1962, l'Algérie devient indépendante et c'est officialisé par les autorités algériennes le 5 juillet 1962. Tout ça, on le doit aux généraux du FLN, plus précisément Karim Belkacem, celui qui était à la tête des négociations. L'armée française quitte l'Algérie, les jeunes soldats sont traumatisés et les drapeaux français sont retirés. Malgré la tolérance envers les Français, les harkis ne sont pas épargnés, ce sont l'équivalent des collabos en France durant la Seconde Guerre mondiale, ils sont donc tués par le FLN. La France, avec ça, met un terme à sa longue histoire coloniale et Ahmed Ben Bella est déclaré président de l'Algérie. Le 6 juin 1965, 3 ans après l'indépendance, un coup d'état a lieu et Warim Oubedjan prend le pouvoir. Il prend une grande place sur la scène internationale, la ville d'Alger devient le centre des révolutions, il accueille plein d'organisations, mais ça on en parlera juste un peu plus tard. Elle devient la capitale du tiers-monde, une ville phare du mouvement des non-alignés, ce qui ne se trouve ni chez les soviétiques ni chez les états-uniens pendant la guerre froide. En octobre 1988, des manifestants réclament la fin du parti unique et l'installation d'une démocratie, c'est ce qu'on appelle le printemps d'Alger. Il y a eu plus de 300 morts au total. En 1989, une nouvelle constitution fut adoptée, la liberté de la presse totale ainsi que des cinquantaines de partis politiques sont créés. Malheureusement, dans les années 90, la guerre civile algérienne fait rage, les votes aux législatives sont annulés car le front islamique est en tête. Finalement, Abdelaziz Bouteflika est élu et il était auparavant ministre des Affaires étrangères sous Boumedienne, ce qui calme les tensions, il restera au pouvoir quasiment jusqu'à sa mort. Actuellement, l'Algérie est dirigée par Abdelmajid Tebboune. Alger de nos jours veut redevenir une capitale de l'Afrique et de la Méditerranée et elle est sur la bonne voie, contrairement à Marseille qui est toujours nulle. Alger-la-Blanche est située tout au nord de l'Algérie, quasiment au milieu de l'Algérie, au bord de la baie d'Alger, dans la mer Méditerranée au pied de l'Atlas, pas loin de Marseille, Barcelone ou de Rome en bateau. Avec une superficie de 363 km² et 1190 km² pour la wilaya, elle est la plus grande ville d'Algérie. Elle se trouve à 400 km à l'est d'Oran, à 240 km à l'ouest de Béjaïa et à 280 km de Sétif. Pour les pays voisins, elle se trouve à 830 km de Tunis et à 1300 km de Tanger. Alger est une zone sismique, il y a parfois des tremblements de terre, celui du 3 février 1716 qui a fait 20 000 morts et plus récemment le séisme de Boumerdès en 2003. Alger possède énormément de barrages et de cours d'eau dont Oued El Harrach ou le lac de Regaya. Le niveau d'eau augmente rapidement en cas de pluie mais aussi peut s'assécher rapidement l'été. Le fuseau horaire à Alger est le UTC+1. La Blanche possède un climat méditerranéen, les étés sont longs et secs, les hivers doux et humides, la neige se fait rare et quand il pleut beaucoup. En janvier on est sur du 11 degrés, même si le record de froid a été enregistré à moins 11. Et en juillet, on est sur du 26 degrés en moyenne, même si le record de 46,2 a été atteint un certain mois d'août. Passons maintenant à la démographie. Les Algérois sont près de 7 800 000 pour toute l'agglomération. Les habitants sont principalement arabes ou berbères. On y parle surtout de l'arabe dialectal, celui qu'on utilise dans les pays du Maghreb, qui est un peu différent de l'arabe qu'on peut entendre en Arabie par exemple. On y parle dans certains endroits le berbère, plus précisément le kabyle. Les Algérois sont principalement musulmans. Il y a eu pendant longtemps une communauté juive et chrétienne. Il reste d'ailleurs quelques églises, mais je vous les montrerai après. La wilaya d'Alger, la numéro 16 du pays, est composée de 57 communes réparties dans 13 daïras. Pour citer quelques communes, on a par exemple Alger Centre, Bab El Oued ou encore Bir Kadem. Le quartier le plus riche d'Alger se nomme Hydra, il y a aussi Kouba, El Biyar et Del Ibrahim. Le quartier le plus pauvre d'Alger en revanche s'appelle Djar El Kef, qui se traduit littéralement par la cité du précipice. Pour tous les Algérois aux personnalités liées à Alger, on a Jacques Attali, Axel Abadi, Bologui Nimzili, le fondateur de la ville, Massinissa, Barberousse, Hussein Bey, Madjer, Soul King et bien sûr Ouad Boumediene et Ben Bella. Je reprécise encore, je parle que de la ville d'Alger.
Passons à l'organisation où on va découvrir pourquoi on a appelé Alger pendant un moment Alger la Rouge. Le maire de la ville s'appelle Tayeb Zitouni et il exerce à la mairie d'Alger Centre. Il fait partie du RND, Rassemblement National Démocratique. La ville d'Alger est jumelée avec Pyongyang, Sao Paulo, Riyad, Mexico, Stockholm, Berlin, Moscou, Rabat, Sofia, Bruxelles, Casablanca, Montréal et Amman. Elle signe plus tard des traités de coopération et d'amitié avec Paris et Pékin notamment. Un Algérois gagne en moyenne 38 541 dinars algériens, soit environ 264 €, et paye en moyenne 35 dinars pour 1,5 litre d'eau, soit 24 centimes. L'indice de la pollution est de 59,76 selon l'UNBO bien sûr. C'est une ville plutôt sale, notamment dû au manque d'éducation. On jette beaucoup les déchets par terre, même si en ce moment les mentalités rechangent. Même les parcs sont des fois dégradés. Pour l'indice de la criminalité, toujours sur l'UNBO, on est à 53,09, plus bas que Paris par exemple, avec 61. Plusieurs organisations se trouvent à Alger, notamment l'Assemblée populaire nationale, le Parlement algérien, le palais d'El Mouradia, qui est le palais présidentiel, et tout ce qui concerne la politique. Alger, après son indépendance, a accueilli plusieurs sièges de révolutionnaires, on l'appelait la Mecque des révolutionnaires. C'était donc là où Alger la Blanche était devenue Alger la Rouge. Il y avait les sièges des pays africains comme le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau ou encore l'Angola. Autre que l'Afrique, il y avait le Front de libération du Québec, le Front de libération de la Bretagne libre ou encore l'Organisation de la libération de la Palestine de Yasser Arafat. Les combattants des guérillas, appelés les guérillos, venant du Guatemala, du Venezuela et du Nicaragua, étaient présents à Alger, sans oublier les exilés politiques de l'État espagnol, portugais, brésilien, tunisien, etc. Amilcar Cabral, l'un des fondateurs du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et des îles du Cap-Vert, a prononcé ces mots: les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger. Nelson Mandela à Alger a prononcé notamment Algeria is my country ou alors même Algeria made me a man, référence à ses entraînements avec les Algériens. Il y a eu des visites et des félicitations des plus grands révolutionnaires comme Che Guevara ou Fidel Castro. Comme d'habitude, parlons du transport aérien en premier. L'aéroport d'Alger Ouaribou Mediane est situé sur la commune de Dar El Beida, à 16 km à l'est d'Alger. Premier aéroport algérien par son importance, il est désigné 3e meilleur aéroport d'Afrique en 2015. Il est capable d'accueillir 22 millions de passagers, ce qui fait le premier aéroport d'Afrique en termes de capacité, mais 8e en termes de trafic. Il a transporté environ 8 millions de passagers en 2019. Plus de 25 compagnies aériennes sont présentes, dont les plus grandes, mais la plus importante sur place, c'est bien Air Algérie, la compagnie nationale. L'aéroport ALG a été créé en 1924 pour des activités militaires. C'est en 1940 que l'aéroport se tourne peu à peu vers le civil. Il a été utilisé notamment par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. L'aéroport possède 2 pistes d'une longueur de 3500 mètres. Il est relié par bus, train et bientôt métro. Il possède 3 terminaux, le 1, le 2 et le 4. Le terminal 3 a été désaffecté pour laisser place au 4. Il y a en tout 24 portes d'embarquement. Le terminal 1, construit sur le modèle de Francfort, s'occupe de tous les vols nationaux et internationaux en Afrique et au Moyen-Orient. Le terminal 2 est une aérogare destinée aux vols charters, c'est-à-dire les vols saisonniers, par exemple le Hajj pour la Mecque. Il sera bientôt détruit pour un nouveau terminal d'ici 2030. Pour en finir avec l'aéroport, le terminal 4, le plus grand de l'aéroport, inauguré en 2019 avec une capacité à lui seul de 10 millions de passagers. Très sophistiqué, il sert à desservir l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Pour le ferroviaire, beaucoup de gares sont présentes à Alger, dont Alger Tafoura, Alger Aga, Atelier, Hussein Bey, Karoubier ou El Harash. La gare d'Aga desservit l'aéroport par exemple, ce qui est très rare en Afrique d'avoir un aéroport relié à une gare en train. Pas tous les aéroports du monde possèdent une gare à l'heure actuelle, ce qui est un très bon point positif pour Alger. La ville possède aussi un train de banlieue, l'équivalent du RER, mais apparemment lui il est beau, climatisé et aussi spacieux. Il y a 33 gares pour 126 km de voies et il est fréquenté par 32 millions de voyageurs en 2015. Alger étant la capitale, on peut aller dans les plus grandes villes en train comme Annaba, Béjaïa, Constantine, Sétif ou Tizi Ouzou. Le ferroviaire est relié au métro à la gare d'El Harash. En parlant de métro, la ville possède une seule ligne de métro avec 19 stations pour 18 km. La ligne sera prolongée plus tard vers l'aéroport d'ici 2030. Il a été exploité par la RATP jusqu'en 2020 et maintenant par El Jazeera Métro et il transporte 130 000 passagers par jour. Hormis le prolongement du métro vers l'aéroport, la ville a d'autres projets. Les Algérois comptent construire 2 lignes de métro en plus.
Hormis le métro, la ville possède un tramway de 38 stations pour 23 km de ligne. Il transporte 60 000 passagers par jour. Pour compléter le métro et le tramway, le bus de 20 à 40 dinars selon le trajet possède de ce que j'ai vu 265 lignes de bus. Une particularité à Alger, c'est le téléphérique. C'est une des villes les plus avancées dans le monde dans ce domaine. Elle possède 6 lignes de téléphérique pour 14 stations et 6 km de longueur. Il a été ouvert en 1956. Le prix du ticket est de 50 dinars comme pour le métro. Par contre, le prix du ticket pour 24 heures est de 150 dinars et sinon vous pouvez avoir 10 voyages pour 400 dinars. Les transports en commun en ville, c'est très pratique parce que la circulation c'est comme dans toute l'Algérie, malgré qu'à Alger les routes sont meilleures. Cela n'empêche pas le fait que la conduite est compliquée et que les embouteillages lorsqu'il y en a sont plutôt costauds. Pour le réseau routier d'Alger, il n'est pas compliqué, la seule autoroute du pays passe par le périphérique d'Alger, la A1 qui traverse toute l'Algérie de la frontière marocaine jusqu'à la frontière tunisienne et donc c'est essentiel qu'elle passe par Alger. Pour l'économie, Alger est le pôle financier du pays, elle gagne beaucoup d'argent grâce aux énergies, notamment le pétrole et la raffinerie de Sidi Arkan. Le port d'Alger aussi est devenu un revenu essentiel pour la ville bien gardée, sachant que le transport maritime représente 95% du commerce international algérien. Les installations se modernisent pour exporter encore plus, même si ça ne suffit pas. Il y aura donc un autre port qui sera construit vers l'ouest pour plus d'espace. Ce port exporte en majorité du charbon, du fer, de l'étain, mais aussi un peu de diamant, de lithium ou bien du sel de potasse ou de barium, même si le principal reste le pétrole et un peu l'uranium. La plus grande entreprise d'Alger peut en témoigner, en effet Sonatrach, première entreprise d'Algérie et même d'Afrique, se situe à Alger. C'est une entreprise pétrolière et gazière qui génère une grande partie du PIB national. L'Algérie est le 5e producteur et 4e exportateur de gaz au monde, il est 13e producteur et 9e exportateur de pétrole au monde. Toutes ces opérations et ce business passent donc par la ville d'Alger vu qu'elle est la capitale. On a aussi Sonelgaz dans ce domaine qui est installé dans la capitale algérienne et qui est le premier producteur et fournisseur de gaz et d'électricité en Algérie. Dernière grosse entreprise, même s'il y en a d'autres, Cevital, le leader de l'agroalimentaire présent dans le monde entier, possède son siège social à Alger même si la société avait été créée à Béjaïa. C'est tout ça qui fait d'Alger une ville riche, le tourisme en revanche ne rapporte pas tant que ça bien que de plus en plus de gens se rendent à Alger ou même font des vlogs dans toute l'Algérie. C'est plus dur de se rendre là-bas qu'ailleurs tout simplement, mais certains font énormément d'efforts pour y parvenir et admirer l'énorme patrimoine de la ville. C'est sûrement la ville la plus visitée d'Algérie même si le nombre de touristes pourrait grimper énormément. Il faut se dire aussi que les événements comme la colonisation ou la guerre civile ont retardé un peu le tourisme, mais j'en ai aucun doute qu'un jour l'Algérie sera l'un des pays les plus visités du monde. Bref, ça n'engage que moi, passons à la culture pour vous démontrer pourquoi il faut absolument visiter cette ville. Commençons par le sport. On ne va pas parler en détail parce que le principal sport à Alger c'est le foot. Il possède beaucoup de clubs de foot et même de stades. Le dernier est tout nouveau, il portera le nom de Nelson Mandela. Désolé si j'oublie votre club, j'en ai trouvé plein. Dans le CR Belouizdad en première division qui joue au stade du 20 août 1955 qui ont remporté le championnat national l'année dernière et qui sont premiers à l'heure où j'écris cette vidéo. Le MC Alger en première division joue dans le stade du 5 juillet. Ils ont gagné 7 fois le championnat, le plus récent en 2010 et même une fois la Ligue des champions africaine en 76. L'USM Alger, toujours en première division, joue dans le stade Omar Hamdi, 8 fois champion d'Algérie, la plus récente en 2019. Ils ont été quand même finalistes en 2015 de la Ligue des champions africaine. L'USM El Harash, en deuxième division, joue dans le stade 1er novembre 1954 où ils ont remporté un championnat en 1998. Le NA Hussein Bey évolue en deuxième division dans le stade des frères Zioui avec en palmarès un championnat en 1967. Le RC Kouba en deuxième division qui joue au stade Mohamed Ben Haddad, vainqueur du championnat en 1981. Le Paradou AC joue en première division au stade Ahmed Falak. L'OMR El Hanasser en interrégion, c'est-à-dire la division 3, joue au stade du 20 août 1955 aussi. Le JSM Cheraga dans le stade La Mali en division 3 et le JS El Biyar qui sont montés cette année en division 3 interrégion joue dans le stade Abdelrahman Ibrir. Alger est beaucoup représenté dans le football algérien, il y a beaucoup de derbies avec de belles ambiances vu que des clubs de la ville peuvent se rencontrer. Des belles ambiances. À Alger vous en verrez plein, notamment les jours de l'Aïd, le Nouvel An, mais aussi le Nouvel An Kabyle qui est incroyable et bien sûr le jour de l'indépendance le 5 juillet. Aussi pendant les jours de Ramadan, la vie est nocturne à Alger, ce qui n'est pas souvent le cas. Si vous vous rendez à Alger, sachez que vous devez goûter des spécialités algéroises comme la shtitha, le mtewen, le tajin lahlou qui est un tagine sucré aux pruneaux et aux fruits secs, le tajin zitoun, la shorba algéroise, le couscous algérois, les enveloppes algéroises,
bien sûr la rechta algéroise. Bien sûr, il y en a plein d'autres, vous pouvez trouver de la gastronomie de tout le pays, je vous ai cité seulement ceux qui proviennent ou ceux qui sont vraiment connus à Alger. Alger la Blanche se retrouve dans l'art, notamment Picasso et Delacroix avec leur tableau Les Femmes d'Alger, dont celui de Delacroix qui est au Louvre. Un film connu à Alger s'appelle La Bataille d'Alger, sorti en 1966. On le retrouve aussi dans Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide ou alors Call of Duty 2 Big Red One. On retrouve l'art à Alger à travers ses musées, notamment le musée national des beaux-arts d'Alger qui possède 8000 œuvres, il fait 4000 m², le plus grand musée d'Afrique et du Moyen-Orient. Il y a aussi le musée national des antiquités et des arts islamiques où on voit de l'archéologie et de l'artisanat du monde musulman, de l'Andalousie et du Moyen-Orient. Pour citer d'autres musées, il y a le musée national du Bardo, le musée national des traditions et des arts populaires d'Alger, le musée central de l'armée, le musée national du Moudjahid, le musée d'art moderne d'Alger et le centre des arts et de la culture du Palais des Raïs. Il y a aussi la bibliothèque nationale qui possède des manuscrits rares et anciens. Elle avait été incendiée par les terroristes de l'OAS en 1962. Plusieurs théâtres sont présents à Alger, dont le théâtre national algérien, la Coupole, le théâtre des Verdures, le théâtre du Casif et l'opéra d'Alger qui a été un nom de la Chine. Sinon, si vous allez juste à Alger pour vous détendre, il y a le magnifique jardin d'essai du Hama, les grottes de Cervantes, le Dounia Park, le zoo de Ben Aknoun, le parc de la Liberté, le jardin de Prague, le jardin public de Rouiba, le parc Beyrouth, le balcon Saint-Raphaël, le parc Chifariti, le jardin de l'horloge florale, la plage El Ketani à Bab El Oued, la Palm Beach à Staweli, la plage Les Jumelles à El Hammamet, Jean Bart et Miramar plage. Alger est un pays musulman, il y a par conséquent des mosquées magnifiques telles que la grande mosquée d'Alger, la troisième plus grande mosquée au monde après la Mecque et Médine. Son minaret est le plus grand du monde avec 270 mètres de hauteur et la mosquée elle peut accueillir 120 000 fidèles. Vous pouvez aller voir la mosquée Al-Jama Al-Kabir, la plus ancienne d'Alger, la mosquée de Quechua qui est vraiment belle. Elle a été mosquée puis église pendant les Français puis remosquée après l'indépendance et elle est vraiment très très belle. Il y a aussi la mosquée Al-Lahma, la mosquée El-Ouma et plein d'autres à visiter ou pour aller prier tout simplement. Alger, contrairement aux Espagnols, ont gardé certaines églises comme la basilique Notre-Dame d'Afrique ou encore l'archidiocèse d'Alger. J'ai galéré à le prononcer, je ne le répéterai pas. Pour finir, je vais vous présenter les endroits qu'il faut vraiment visiter en dehors des parcs et des lieux de culte. On a donc la Casbah qui est le centre-ville historique d'Alger, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut se perdre très facilement dans des rues magnifiques, on dit qu'il faut redescendre vers la mer pour retrouver son chemin. Elle possède aussi plein de villas et de mosquées comme celle qu'on a citée tout à l'heure. C'est un joyau d'art mauresque qui est le cœur de cette ville, l'endroit le plus connu de tous les touristes qui se rendent à Alger. Elle représente elle-même toute l'histoire de la ville et même du pays. Il faut aller voir aussi le sanctuaire des martyrs, c'est un lieu de rassemblement construit à la mémoire des martyrs de la guerre d'indépendance. Il y a aussi la Grande Poste, la place Émir Abdelkader, la villa Abdelchif, le palais des Raïs, Rusguinaï qui est un site archéologique antique, le fort de Tamenfoust, l'arc de triomphe des Sablettes, la rue Djidouch Mourad, les voûtes d'Alger, la place des martyrs, le boulevard Zigoud Youssef, Riyad El Feth, la grande roue d'Alger, etc. Voilà, c'est fini pour Alger, c'était une vidéo immense, je pense qu'elle sera presque aussi grande que celle de Rome. C'est une ville tellement riche, je n'ai pas pu tout raconter de A à Z, notamment sur la guerre civile algérienne, sur Barberousse ou encore la guerre d'Algérie. Il y a tant de choses à dire sur ça, mais je voulais rester concentré uniquement sur la ville d'Alger. C'est ma première vidéo sur l'Algérie, mais certainement pas la dernière. Je réserve la ville de Béjaïa par exemple pour une occasion spéciale. J'espère que ça vous a plu, j'attends vos retours comme d'habitude. Si vous voulez apporter modifications ou précisions, les commentaires sont là pour ça, je les lis tous. Et en plus je suis très actif sur Twitter et Instagram, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça monte de plus en plus, maintenant il faut que ça explose. La prochaine vidéo sera encore aux États-Unis, elle sera pour le Nouvelle-Orléans. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et pslama.